21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la tribune de l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui parle au monde, l'Afrique qui s'émancipe. Bienvenue sur Ouro Africa. Programme très chargé ce soir. Du fait de l'actualité que vous connaissez certainement tous, du fait des événements qui se déroulent depuis quelques heures déjà du côté de Dakar, du côté des Ziguinchor, avec cette nouvelle assez surprenante qui fait véritablement vibrer et même bouger le continent africain. Nous avons cette probabilité qu'il y ait un président, pas n'importe lequel, un président de 44 ans, excusez du peu, à la tête de l'État sénégalais. C'est une surprise dans nos latitudes, c'est une surprise lorsqu'on interroge le parcours de celui-là qui désormais, les certitudes peuvent être établies, va présider la destinée du pays des Lions de la Teranga. C'est une surprise lorsque l'on sait que 10 jours à peine encore, il était en prison. Nous en parlons ce soir de cette jeunesse émergente et certainement dynamique. Son temps a-t-il sonné? Le temps de la jeunesse au Sénégal, c'est la question qui nous interpelle ce soir. Nous quitterons le Sénégal pour revenir dans notre pays, le Cameroun, avec une interrogation majeure lorsque l'on sait toutes les querelles qu'il y a eu il y a quelques jours seulement du côté du Parlement, du côté précisément de la Chambre haute du Parlement, avec cette élection qui à un moment a beaucoup fait réagir. Nous allons questionner l'utilité du Sénat ce soir au Cameroun. Cameroun, à quoi sert véritablement le Sénat lorsque l'on sait que des citoyens aussi commencent à se poser des questions sur cette utilité? Le contrôle des lois est-il une effectivité? La Chambre des sages est-elle utile au Cameroun? Nous en parlons ce soir en compagnie des personnes que je m'en vais tout de suite vous présenter après la brève respiration en régie. Vous êtes sur Ouro Africa, votre tribune panafricaine, véritablement panafricaine et encore une fois panafricaine sur Info TV. C'est un plaisir chaque fois que nous savons au devant de vous pour justement épiloguer sur cette Afrique dynamique, cette Afrique qui bouge, cette Afrique qui parle au monde. Et ce soir encore, un pays nous parle. Un pays nous parle particulièrement, je parle ici du Sénégal. Mais pour ce faire, pour justement porter la réflexion autour des événements qui se déroulent du côté du Sénégal, nous avons convié des habitués, des fidèles, des panafricanistes, chacun avec la sensibilité qui est la sienne pour justement évoquer le temps de la jeunesse au Sénégal. Et pour ce faire, je commence par mon extrême gauche avec mon seul confrère. Oui, il est journaliste. Oui, il est aussi politique. Simon Messengue est parmi nous. Nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Un bonsoir particulier aux millions de Camerounais, notamment à ceux qui ont fêté le 39e anniversaire du RDPC, donc le parti qui a remplacé le UNC pour devenir un parti qui impulsera en 1990 la démocratie. Donc c'est aussi un moment pour les Camerounais, c'était un moment historique pour les Camerounais, même si aujourd'hui avec le pluralisme politique, certains aujourd'hui se démarquent de part et d'autre, mais il faut noter cela, ça fait partie de l'histoire du Cameroun et donc je salue la plupart de ceux-là et davantage les Sénégalais qui vivent un moment en particulier. On va y arriver, Simon Messengue. Voilà. On en parle dans quelques poussières de minutes. Le temps pour moi de dire aussi bonsoir et bienvenue à Paul Stéphane Menunga, le politologue que toute la République réclame. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Balga, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous les internautes. Oui, ils sont nombreux. Et un bonsoir rapide à la population de Nanga et Boko. Pourquoi celle-là? Parce que ça fait 6 jours ou 7 jours qui n'ont pas de lumière et d'eau. Donc un bonsoir particulier. Et j'ai même envie de leur dire que ça s'est amélioré parce que nous, à notre période ou à notre époque, quand on a fait le lycée de Nanga entre 2009 et 2012, oui, on faisait 3 à 4 mois sans lumière, sans eau.
eux aussi étaient de la fête hier, des 39 ans. Ils ont fêté, ils ont mangé beaucoup de sardines et de pain, ils ont bu beaucoup de 33 et de musique. Oui. C'est pour dire que à la place de la lumière et de l'eau, ils ont choisi de manger la sardine, du pain et de boire des 33. Donc bonsoir comme ça à la population de Nanga et Boko. Merci Paul Stéphane Monunga pour cette introduction toute en dérision. Le seul représentant de la société civile est parmi nous une fois de plus ce soir, la société civile, la vraie, docteur Jean-Moïse Mbok. Comment vous dire merci, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes et une fois de plus merci pour l'invitation, merci de m'associer à ce banquet du savoir, à ce banquet de la connaissance. Comme je vous ai souvent dit, chaque fois que je suis là, j'apprends des uns et des autres. Je vais saluer très spécialement une seule personne et je vais rendre mon micro, Vladimir Poutine. Bravo pour votre réélection. Merci Jean-Moïse Mbok, vous félicitez le président Poutine. Et il y a aussi eu quelques événements malheureux de ce côté ce week-end avec cette attaque terroriste du côté de Moscou, 150 morts sur le carreau, les responsabilités sont encore cherchées. Et certains pointent du doigt l'Ukraine, d'autres voient une manœuvre interne, d'autres accusent les États-Unis. Bref, l'enquête suit son cours. Je termine mes présentations avec un homme très proche de la société, très proche des familles. Le docteur Jean de Dieu Evouna, une fois de plus, nous fait l'amitié de sa présence ce soir. Il est expert des sciences sociales. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Mbarga. Bonsoir à toute la grande famille chrétienne qui, dès aujourd'hui, entame la dernière, je veux dire la semaine pascale. Je voudrais dire un bonsoir particulier à la famille chrétienne de l'EMEC, donc Olmeseng, l'EMEC étudie, et le plein évangile de Savannah, et bien d'autres familles chrétiennes qui célèbrent et ont la joie de connaître le salut en Jésus-Christ. C'est vers eux que j'adresse mes salutations en tant que président de l'Organisation africaine de développement des familles. Merci, docteur Jean de Dieu Evouna. Les présentations sont faites et les thématiques connues. Je vais commencer par vous, cher Simon Messengue. Alors, l'actualité du côté de la République sénégalaise, du côté de la Teranga, comme on aime bien le dire, nous fait savoir que là-bas, c'est un jeune homme, 44 ans, Bassirou Diomaye Faye, qui désormais va être le patron du pays. Lorsque vous avez suivi cela, Simon Messengue, cela vous a fait chaud au cœur? Non, je suis resté insensible. Mais je voudrais d'abord dire que j'ai souri aujourd'hui lorsque mon petit frère Stéphane Menunga, oui, il parlait de Nanga Boko. Et moi, je riais parce que je disais aux gens que chaque fois que vous n'avez pas d'électricité, envoyez un SMS à Stéphane, quand il sera au Euro Africa, il va, il va faire quelque chose. C'est pour dire, c'est juste pour rire, mais en fait, c'est pour dire que bon, lui, il voit le verre à moitié vide, quand les autres voient le verre presque plein. Donc, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire. Vous dites que l'élection de Bassirou ne vous fait rien. Un jeune homme, il y a 10 jours, il était encore en prison avec son mentor Ousmane Sonko. Il fait partie de l'opposition panafricaine parce qu'ils ont cet ancrage panafricain. Nous tenons à les féliciter pour cela. Il fait partie de ceux-là qui veulent faire bouger les choses, parfois de façon radicale. Et vous estimez donc que cette jeunesse active ne vous fait aucun effet? Le panafricanisme ne se proclame pas. Il se vit. Oui. Le panafricanisme. Et donc, je me méfie des épouvantails. On dit panafricaniste, à gauche, à droite, on s'agite un peu trop. C'est ça le problème. Je voudrais dire que, pour ma part, l'élection au Sénégal était une élection assez précoce. Un pays qui est divisé. C'est un peu les solutions faciles. De quel pays parlez-vous? Le Sénégal que nous, on observe là? Oui, le Sénégal. Vous l'estimez divisé? Oui. Le Sénégal est très divisé. C'est un Sénégal qui était à feu à sang il y a quelques jours. Vous croyez que donc après les élections, basta, les élections ont tout résolu? Sauf si c'est ce que vous pensez. Et c'est justement ce que certains Occidentaux, parce que nous sommes dans une émission panafricaniste. Oui. La plupart du temps, on nous dit, écoutez, on va faire les élections et tout va aller pour le mieux, pour le meilleur du monde. Non. Non et non.
c'est des erreurs que nous faisons depuis la nuit des temps. On le fait. D'ailleurs, on a fait quand en 2011, parce que certaines personnes disent que Kadhafi a fait ceci, quand en 2011, l'OTAN a décidé de détruire la Libye pour des fallacieuses, je dis bien, de fallacieuses raisons. Oui. On nous a dit, bon, écoutez, quand on a détruit là, on va faire les élections et vous allez voir, tout ira bien. Est-ce que tout va bien là-bas? Non, tout ne va pas bien. Oui, parallèle avec le Sénégal. Le parallèle, c'est justement cela. Il y a un problème social. On dit, ok, commençons par le dialogue national. Après le dialogue, on fait les élections. On dit, non, mais écoutez, c'est parce que vous voulez rester au pouvoir. C'est parce que tel veut faire ceci, parce qu'ainsi de suite, ainsi de suite. Et on sortit là, on dit, mais vous voyez, vraiment, on a réussi. Le Sénégal est devenu un pays très riche parce qu'on a un homme de 44 ans à la tête. Mais écoutez, vous auriez préféré que le président Macky Sall demeure au pouvoir? Ce n'est pas un problème d'homme. Vous parlez d'homme. À chaque fois, vous parlez d'homme. On vous dit que les Sénégalais sont divisés. Qui l'a dit? Mais ce que vous avez vu... C'est bon, mais Seigneur, vous êtes journaliste. Qui dit que les Sénégalais sont divisés? Écoutez, bon. J'ai dit que les Sénégalais étaient divisés. Et je le dis avec les preuves à l'appui. Quelles preuves? Durant pratiquement 6 mois, il y a eu une quarantaine de morts. Où les gens étaient à brûler les villes, à faire ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous trouvez que c'est une élection qui va arranger tout ça? Oh, mais on vous dit, écoutez, voilà, on a un président de 44 ans, vous-même regardez, vraiment, c'est bon. Non. C'est trop facile, ça. Et les Africains aujourd'hui doivent arrêter ces histoires, ces épouvantails-là, de ces petites choses-là, vraiment, un président arrivé 44 ans, regardez l'alternance, c'est bon, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas ça l'Afrique. Disons-nous une chose. Ce que les Sénégalais ont besoin aujourd'hui, c'est d'un État qui a un contenu profond. Le Sénégal a un contenu, le président Macky Sall laisse un pays plus ou moins en bonne santé financière, stable. Vous voyez, vous dites plus ou moins. Vous n'aimez il n'y a pas un pays en Afrique, en Afrique noire qui est stable. Vous voyez très bien, vous voyez plus ou moins. Parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez dire. Et la vérité, la suivante, c'est quoi? C'est que vous avez raison. Vous êtes quelqu'un de très pondéré. Donc, vous ne pouvez pas dire quelque chose en sachant que la réalité peut vous amener à dire le contraire. Moi, je veux vous dire une chose, c'est que les élections, dans un contexte pareil, n'ont jamais apporté la paix. Ils n'ont jamais apporté la prospérité. Merci. Et donc, de ce fait, je ne vais pas m'aligner, moi, panafricaniste, je ne vais pas m'aligner dans les épouvantails. J'attends bien sûr de voir comment celui que vous célébrez aujourd'hui, parce qu'en fait, vous ne célébrez pas le programme. Vous célébrez quelqu'un qui a 44 ans. Écoutez un peu, et je me pose une question. Comment vous vous dites que c'est parce que quelqu'un a 44 ans? Ça veut dire que si quelqu'un avait 32, on dit que non, mais il a 32 ans. Non. Ce n'est pas l'âge qui peut faire, du moins qui peut épanouir une population. Oui. C'est le programme qu'on compte impulser pour amener les populations à être épanouies. Merci, Simon Messenguer. Donc, de ce fait-là, je ne peux pas vous dire que je me félicite quoi que ce soit, mais je note que ces élections ont été faites dans un contexte qui ne méritait pas de l'être. Merci, Simon Messenguer. Paul-Stéphane Manunga. Alors, M. Messenguer estime qu'il y a un pays divisé, le Sénégal, des élections faites dans un contexte à la va-vite, si on comprend bien son propos. Vous, en tant que politologue, qu'est-ce que vous dites alors qu'on nous annonce un jeune homme de 44 ans à la tête du pays, un jeune homme essentiellement ancré sur des questions de souveraineté, des questions de panafricanisme, où il estime qu'il y a un certain type d'accords qui devront être rompus pour que le Sénégal puisse retrouver toute sa plénitude. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle et votre positionnement par rapport à la dichotomie qui semble exister déjà avec les propos de Simon Messenguer qui estime que lui, cette nouvelle ne lui fait ni chaud ni froid? Non, moi je veux dire que moi j'ai bien accueilli la nouvelle. Oui. Et déjà que le président sortant et son poulain ont eu à féliciter le futur président du Sénégal. Oui. Ça veut dire qu'ils ont intégré les valeurs de fair play que Norbert Elias
Parce que Norbert Elias dit qu'il faudrait qu'on passe de la notion de l'ennemi à la notion de l'adversaire. Ça veut dire qu'en politique, on n'est pas ennemi, on est adversaire. Oui. Et quand on nous a gagné, à cause des valeurs de fair play, on félicite celui qui nous a gagné. On a tout de suite vu le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Ba, le poulain de la majorité, féliciter Bassirou. On a vu le président Macky Sall lui-même aussi lui adresser des félicitations. On voit quand même une classe politique qui reconnaît de façon plus ou moins affirmée que le candidat de PASTEF est le grand gagnant. Effectivement, c'est à féliciter et ça devrait parler à beaucoup de personnes en Afrique, tant les opposants que ceux qui sont au pouvoir. Ils doivent savoir qu'en réalité, on est passé de la figure de l'ennemi à la figure de l'adversaire. Il faut être fair play en politique parce que c'est d'abord un jeu, même s'il y a un enjeu derrière. Et cette sortie ou ces sorties de Macky Sall et son poulain démontrent à suffisance qu'il fallait qu'on organise une élection au Sénégal. Ça démontre à suffisance qu'il fallait qu'on organise une élection au Sénégal. Et moi, je vais dire que contrairement à ce que le grand frère a dit, non, ces jeunes ont un projet ou un programme de société. Par exemple, il vous parle d'une sortie, même si elle est progressive, du franc CFA. Oui. Il vous parle d'une reconquête de la souveraineté du Sénégal. Et chaque jour, vous savez que je dis ici qu'on a donné aux pays africains les indépendances, mais on leur a refusé la souveraineté. Il vous parle donc d'une reconquête de la souveraineté. Et il vous parle d'une justice sociale qu'il faudrait qu'on mette en place. Oui. Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une certaine injustice. Et ils veulent même rééquilibrer le pouvoir exécutif parce qu'ils estiment qu'en réalité, le Premier ministre ne joue pas pleinement son rôle au Sénégal. Il faudrait qu'on lui donne davantage de pouvoir. Et je reprends l'expression du futur président qui disait qu'il faudrait qu'on mette un terme à l'hyper-présidentialisme au Sénégal. Donc c'est pour dire qu'ils ont une vision pour la société. À ce niveau, est-ce qu'on ne pourrait pas le soupçonner de préparer le siège à son grand mentor? Non, là n'est pas le débat. C'est pour dire qu'ils ont un projet d'abord de société. Et c'est sur la base de ce projet de société qu'ils ont fait campagne. Maintenant, le deuxième élément que je convoque ici et qui doit parler à d'autres Africains et aux Camerounais, c'est qu'il faut arrêter avec le complexe de la transhumance politique. Je m'explique. La transhumance politique, c'est le fait de passer d'un parti politique à un autre. Ceux qui ont gagné les élections aujourd'hui au Sénégal appartenaient au système Macky Sall. C'est pour dire qu'il faut arrêter de cataloguer un individu parce qu'il a appartenu à un système et faire penser qu'il ne peut pas apporter une rupture. C'est une preuve aujourd'hui qu'il faut arrêter. Ça veut dire que sous d'autres cieux, la rupture peut même être de l'intérieur. Effectivement, il faudrait que les gens comprennent ça. Que la rupture peut venir de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc il faut arrêter de juger les gens parce qu'ils ont travaillé dans un système et faire penser qu'ils ne peuvent pas être la solution d'un pays parce qu'ils ont travaillé avec un système. En réalité, il faut mettre ça de côté. Et l'autre argument que je voudrais évoquer ici, c'est que Macky Sall a voulu créer une crise imaginaire au Sénégal. Il n'y avait pas de crise au Sénégal. Il a voulu créer une crise imaginaire pour qu'il n'y ait pas d'élection. Donc pour moi, je pense que le Sénégal n'est pas divisé. Et parce que quand vous analysez les résultats, c'est vrai que Sonko était populaire. Mais quand vous analysez les résultats dans le fond, les Sénégalais ont décidé de faire ce qu'on appelle en sociologie électorale un vote sanction contre Macky Sall. Alors, pour sortir, Paul-Stéphane Malonga, qui est-ce qu'on met à la tête du Sénégal? Bassirou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko? Non, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'en réalité, le vrai président du Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Et tout le monde sait que les Sénégalais qui ont voté Ousmane ont en réalité voté Sonko parce que le mot d'ordre de campagne c'était... Qui ont voté Bassirou? Bassirou, autant pour moi. Le mot d'ordre de campagne c'était Bassirou, c'est Sonko. Il n'y a pas de différence entre Sonko et Bassirou. Donc tout le monde sait qu'en réalité, de façon, j'ai envie de dire, implicite, le véritable président du Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Et je sortirai en disant que ça nous parle aussi par rapport à notre société civile. Un pays qui n'a pas de société civile est comme un corps qui n'a pas de sang. Et vous allez remarquer que dans les pays où la société civile n'est pas très forte, on ne défend pas la démocratie, on ne défend pas les institutions. Parce que c'est ça le rôle de la société civile, de défendre les plus faibles, de défendre les institutions tant normatives qu'organiques. Donc ça nous interpelle donc, les acteurs de la société civile, à être une société civile forte, qui n'est pas partisane. Parce qu'il ne faudrait pas aussi que les gens pensent que quand on est de la société civile, on n'a pas le droit de reconnaître ce qui est bien fait par le pouvoir en place.
on a le droit de reconnaître ce qui est bien fait par le pouvoir en place. Et on a aussi le droit de dire au pouvoir en place quand il a mal fait qu'ici, Monsieur le Président ou Monsieur le Premier ministre, vous avez mal fait. Et je sors en disant que... Vous allez sortir. Paul Stéphane Menunga. Je sors en disant que, pour moi, je pense que chaque philosophie est fille de son temps. Je n'ai rien contre les générations anciennes. Mais il faudrait qu'on comprenne que chaque philosophie est fille de son temps. La façon que je manipule l'Android, c'est pas comme ça que mon neveu manipule l'Android. Parfois, il fait même des choses que je n'arrive pas à faire. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'un renouvellement de la classe politique. Ça peut plaire comme ça peut déplaire, mais c'est une vérité parce qu'en réalité, les enjeux aujourd'hui ne concernent pas les choses du passé, ça concerne les hommes du présent. Merci, Paul Stéphane Menunga, Jean-Moïse Mbok. Avec vous, on va d'abord tout de suite éluder ou alors évacuer une question, la question de l'âge. On a l'impression que c'est la grande fête africaine au niveau de la jeunesse où on voit un jeune homme de 44 ans accéder à la magistrature suprême. Lorsqu'on se souvient des combats épiques d'Abdoulaye Wade contre Abdou Diouf, où il arrivait à 70 ans au pouvoir, aujourd'hui c'est 44 ans. C'est quand même quelque chose que vous, la société civile, félicitez. Écoutez, nous félicitons d'abord un programme, un projet, avant de féliciter un homme. Parce qu'en fait, aucun pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, n'a besoin d'un grand homme, d'un super homme, mais a plutôt besoin des instruments qui permettent à la société de se développer. Maintenant, si c'est des jeunes qui sont à cette place, mais ce n'est que du pain béni parce qu'on estime qu'ils ont plus d'énergie, ils ont plus d'allant, ils ont plus de volonté. On estime encore qu'il y a des personnes âgées qui ont la même détermination, le même allant, la même volonté. Donc, la société civile ici n'est pas forcément partisane de l'âge, oui, mais elle est partisane d'un projet, d'un programme qui permet à une société de se développer. Et je l'ai dit, si c'est la jeunesse qui prend le pas, qui dirige les affaires en intégrant les anciens, c'est une bonne chose. Et puis moi je suis parfaitement d'accord avec Paul Stéphane Menunga, la politique aujourd'hui ne doit plus tomber dans l'animosité, dans la diversité, on se perd. Parce qu'en fait, c'est deux générations qui ont l'une besoin de l'autre. Les jeunes ont besoin des anciens, les anciens ont besoin des jeunes. Oui. Ce n'est qu'en Afrique qu'on se retrouve à créer un conflit, une confrontation, où on devait créer une association, et une association de bonne intelligence, où à un moment donné, quand je ne peux plus, que je puisse être à l'aise de dire aux jeunes, vas-y. Ou même quand le jeune ne peut pas, qu'il puisse dire aux vieux, sans aucune honte. Alors là, je ne peux pas. Est-ce que le Sénégal ne nous parle pas, à nous autres Africains, où on a souvent l'impression que le programme commence à véritablement se réaliser à partir de 75 ans. Aujourd'hui, on a un homme de 44 ans qui a fait une offre aux Sénégalais et les Sénégalais l'ont accepté. Est-ce que le temps des mutations politiques n'a pas sonné, le temps des nouvelles générations, le temps de la jeunesse émergente, comme on aime à le dire dans un parti politique, n'a pas sonné? Est-ce que il ne faudrait pas, autour de nous aussi, regarder un peu cette classe politique assez, je ne vais pas dire vieillissante, mais assez âgée, qui commence à ne plus produire les résultats escomptés? Stéphane, je ne veux pas être naïf pour dire que je me réjouis parce que je vois X ou Y. La politique n'est pas une science exacte, mais c'est une science qui a ses mécanismes. Une jeunesse qui veut être aux affaires, qu'elle aille voter. Un point, c'est tout. Ce n'est pas en ayant des vœux pieux, en ayant des grands souhaits, que les choses changent. En question de politique, c'est aux urnes que ça se passe. Donc, si les jeunes veulent être aux affaires, faire les affaires, que les jeunes s'impliquent davantage sur les questions de la politique. Maintenant, vous parlez du Sénégal. Il faut quand même revenir un peu en arrière. Aujourd'hui, je vous avais dit lors d'une émission, et même de plusieurs émissions ici, que M. Macky Sall était dans un deal, dans des tractations, avec des acteurs qu'il connaît lui seul. Oui. Voilà un monsieur qui sort de prison. Pourquoi ça vous amuse il est choisi parmi... il y avait pratiquement une trentaine de candidats au départ qui souhaitaient briguer à la magistrature suprême, qu'on a évacué, qu'on a balancé. Le PASTEF même a été mis de côté. Et puis, voilà, on nous sort du chapeau
Sonko. Est-ce qu'ils sortent du chapeau? Nous sortons du chapeau. Laissez-moi un projet, un programme qui a été vendu au Sénégalais. Il était embastillé, il était emprisonné, ainsi que son adjoint et les autres. J'ai dit, ne soyons pas naïfs. En saluant la perche qu'on tend à la jeunesse aujourd'hui, parce que ce n'est qu'une perche, j'ai envie de demander si c'est une perche libre. Parce qu'il ne faut pas commencer à se réjouir, à danser. Non, je préfère d'abord observer. J'observe. Oui. Est-ce que les tractations laissent les mains libres à Sonko et son lieutenant? Est-ce que M. Macky Sall a complètement laissé le pouvoir? Est-ce que la personne que nous connaissons tous, sans dire son nom, a enlevé sa main de cette affaire où on voit très bien que c'est eux qui ont manipulé et créé cette tension au Sénégal? Donc, il y a un ensemble d'éléments quand même qui vous disent que celui-là, c'est une fabrication qui peut ne pas être autonome demain. Le politologue l'a dit. Qui est le véritable président aujourd'hui? Ce n'est pas le jeune homme de 44 ans. Ce n'est pas lui. Non, c'est pas. Je dis, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Même si on parlait de ne venons pas célébrer une indépendance sans souveraineté. C'est ce que j'essaie de dire ici. C'est que c'est bien que ce soit les jeunes, ça va passer le message que ça pourra passer. Ça va passer quel message, Stéphane? C'est que les vieux allez-vous-en, les vieux allez vous endormir, les vieux rentrez au quartier. Ce n'est pas un message qui va passer au Cameroun. Le message qui va passer au Cameroun, c'est créer une sorte de conciliation, d'entente, de communion pour pouvoir évoluer. Le jour où les Camerounais, vieux comme jeunes, vont voir les intérêts du Cameroun, la lecture sera différente. J'ai l'impression qu'on est encore au niveau du pouvoir, on est encore au niveau du titre, du grade, du poste. On n'est pas encore descendu au niveau du peuple. Oui. Et c'est là que la société civile interpelle les jeunes et les vieux. Parce que c'est facile de venir accuser les vieux aujourd'hui. Ils ont fait, ils n'ont pas fait. Mais on a beaucoup de jeunes qui ont commis des délits plus graves que certains de ces vieux. Alors, donc ne venez pas me parler d'âge. Ne venez pas me parler d'âge. Moi je dis que, je vous en supplie, ne soyons pas naïfs en Afrique. Oui. C'est-à-dire que voilà un scénario bizarre qui s'est passé devant nous. Les deux sont en prison. On dissout le PASTEF. Et puis, monsieur le président dit qu'il n'y aura pas d'élection. Attendez quand ça va se passer. Et puis après, il y a des négociations, des tractations. Et puis, on sort 2 personnes de prison. Et puis après, c'est fait. Il y a une manigance là qu'il faut qu'on nous explique. Et moi, en tant que société civile, non, ne me coupez pas. Moi, en tant que société civile, je suggère qu'on observe, qu'on ne tombe pas dans l'émotion, dans l'agitation, qu'on observe. Il a sorti un beau programme, je l'ai lu, chapeau, mais est-ce qu'il aura les mains libres pour l'implémentation réelle? C'est là que nous l'attendons. Donc je ne voudrais pas, Stéphane, et je chute, qu'on vienne ici essayer de dire que la jeunesse nous parle. Non, il faut qu'un programme nous parle, il faut qu'un projet nous parle. Vieux, jeunes, tant que ma grand-mère au village peut avoir le courant, peut avoir à manger, peut avoir des routes et que le pays peut se développer, c'est ça qui m'intéresse. Merci Jean-Moïse Mbok. Jean de Dieu Vouna, alors on a l'impression, nous qui voulions tout de suite nous réjouir de Bassirou qui arrive, on a l'impression que tout de suite nos espoirs et notre joie est diluée lorsqu'on le soupçonne d'être une marionnette ou une fabrication et tiré d'un scénario hollywoodien ou de hollywoodien. On peut dire, hein? Je ne partage pas cet avis. Hein. Oui. Je ne partage pas. Partagez-nous votre avis. Je voudrais d'abord souligner que l'âge ne rime pas avec sagesse. Sagesse ne rime pas avec l'âge. Il faut le souligner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a 90 ans qu'on est sage. Oui. Parce que, vous pouvez le dire haut et encore plus fort. C'est pas parce qu'on a 90 ans qu'on est sage. Mais on a la présomption de sagesse. Non, permettez-moi. On n'a pas la présomption. Il n'y a pas de présomption dans la sagesse. Bon. La sagesse est créatrice. La sagesse parle du développement et ça se palpe. Il n'y a pas de présomption. Vous ne pouvez pas être à 25 ans, 30 ans, un bandit à 90 ans, vous devenez subitement sage. Il faut qu'on se le dise. Donc, sagesse ne rime pas avec l'âge. Oui. Vous pouvez, si vous êtes à 44 ans, sage, ça veut dire vous projetez et vous arrivez là où ce monsieur est arrivé, on peut prétendre à voir en vous
une certaine sagesse. Alors, vous qui convoquez souvent les circonstances spirituelles. Oui, je vais convoquer. J'allais donc il y a 10 jours, quelqu'un est en prison. Justement, j'allais dire que mon analyse... Le Joseph, mon analyse, c'est deux présidents. Allez-y. Premier point, voilà deux jeunes gens. Un, 44 ans, l'autre, 54 ans. L'un est un génie de la politique, du jeu politique sénégalais. C'est un dinosaure, il faut l'avouer. Il faut le dire ici. Il est temps de le dire, que les jeunes peuvent faire. Alors, si vous dites qu'on a fait des manigances pour l'écarter, ça veut dire que c'est un génie. Mais il a vu, au regard des enjeux, il est embassillé, il est mis en prison, et il accepte d'avaler son ego, de passer la main à son secrétaire général. Voilà le génie. Le génie de cet homme, Sonko. Vous croyez qu'il avait le choix? Non, écoutez, ici, il n'avait pas le choix. Cette affaire nous interpelle tous. C'est-à-dire, ici au Cameroun, que ce soit l'opposition, la société civile et ceux qui sont au régime. C'est-à-dire que on peut parfois... Vous imaginez un leader politique de l'opposition qui est embassillé et laisse que son adjoint prenne la place. C'est là le génie. C'est possible au Cameroun? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Docteur Mbok, il faut qu'on se le dise, c'est pas possible. Nous sommes ici pour débattre et ça nous interpelle. C'est pas possible au Cameroun. L'opposition, je prends l'exemple. Mais attends, on a demandé à ceux qui se réclament leaders de l'opposition camerounaise de faire coalition. En 2018, ils ont refusé à cause des égos. Voilà le problème. Voilà un jeune monsieur de 54 ans qui accepte. Il aurait pu se radicaliser et dire, si ce n'est pas moi, il n'y a rien. Et que la rue allait continuer à s'enflammer, comme certains le veulent ici. Donc, de part et d'autre, ça nous interpelle. C'est-à-dire, au Cameroun, nous qui sommes de la société civile, ceux de l'opposition et ceux du régime, pour ne pas faire comme s'il n'y a rien eu. Nous sommes là en face d'autres qui disent des éventails. Quel éventail? Nous sommes là en face d'un message clair. Oui. Apprendre à faire la politique autrement. Et nous devons apprendre. On les attend au résultat. Nous devons apprendre. Permettez-moi. D'abord, nous sommes là à l'école de l'élection. Maintenant, l'implémentation, c'est autre chose. C'est autre chose. Nous sommes à l'école de l'élection. C'est-à-dire, un leader, qu'il soit du régime ou de l'opposition, peut passer la main quand il sent que les choses ne sont pas favorables à sa personne. Avaler son ego et dire à son secrétaire général, et soulignons que tous sont des fonctionnaires, ce n'est pas les gars du régime comme le politologue a voulu le dire. Être du régime veut dire qu'on a occupé un poste nominatif, c'est-à-dire que ministre et autres. On n'est pas le premier venu. Non, il est fonctionnaire, un ancien... Non, c'est un fonctionnaire. Non, permettez. C'est des fonctionnaires. Ils ne sont pas du régime. Vous n'allez pas me dire que parce qu'un gars a gravi des échelons, il est sorti de l'ENAM et il est devenu inspecteur des impôts, il est forcément du régime. Vous voulez donc nous dire que les hauts cadres de la fonction publique sont du régime? Non. Le régime, on le connaît. C'est pas des gars du régime. Ils ont fait leurs études, ils sont sortis de l'école des douanes et autres, ils ont fait leur carrière et ils auraient pu accepter se baigner dans la corruption et devenir ce que nous voyons partout au niveau des impôts. C'est une belle carrière. Lorsqu'on sort ici chez nous de l'ENAM et qu'on est un cadre des impôts, on se dit déjà que bon, dans 5-10 ans, on aura son immeuble. Ils auraient pu se satisfaire de cela. Mais là, c'est des gars qui, de l'intérieur, avec une belle carrière, qui se sont dit, nous n'allons pas nous baigner dans cette corruption. Nous allons changer les choses en sortant de là et en créant et en faisant un programme panafricaniste. C'est là où se trouve le génie. C'est là où tout se trouve. Pas dans ce que nous voulons présenter aujourd'hui comme s'il n'y avait rien eu. Nous avons là deux jeunes. Nous sommes ici sur cette table. Nous sommes tous jeunes. Ça nous interpelle premièrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Simon Musengue, lui, ne se sent pas interpellé. Non, il est interpellé. Il fait le malin, comme disent les Ivoiriens. C'est lui-même qui est le premier à être interpellé. Ici. Pourquoi lui, non, c'est pour ça qu'il fait le malin. Il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire que nous avons là deux jeunes qui ont su faire avaler leur individualisme et préparer quelque chose pour leur nation. On va en prison, l'autre le suit, et ils se disent, ok, si c'est toi, tu vas. Et toi, tu peux. Nous avons, sur le plan spirituel, comme tu as évoqué, nous avons là un Jonathan et David.
Un Jonathan qui était préparé comme Sonko pour être à la tête de la nation d'Israël, qui prend son arc, son vêtement, tout son épée et remet à Jonathan qui était inexpérimenté. Non, laissez-moi. Le scénario peut interpeller. Bassirou Diomaye Faye était en prison il y a 10 jours. Et le lendemain, il est... Oui, je chute. Nous avons d'abord là un dinosaure qui est préparé. Donc, comme Jonathan qui était préparé, le docteur Mbok comprend ce que j'ai dit, il avait tout d'un prince, il devait succéder à son père. C'est ce que la société tout entière et l'Africain savaient que c'est Sonko qui mérite. Mais Sonko prend comme Jonathan son arc, il prend son épée, il prend tout ce qui est de la royauté, son équipement, son revêtement de leader, il remet à un homme inexpérimenté, c'est-à-dire David. Et ce David, la Bible nous dit que partout où il allait, après cela, il réussissait. Alors je crois que c'est ce que Sonko a fait. Et que les gens ne disent pas aussi qu'il n'y a pas un président au Sénégal parce qu'il y a eu des deals. Quel deal? Vous avez quelle preuve? Nous avons, je crois, comme les Ivoiriens disent, il y a Dieu dedans. On a 10 jours. Vous avez vu quel temps en Afrique? Qu'on sort de prison, en 10 jours, on devient chef d'État. Non, il faut avoir le peuple derrière soi, il faut avoir Dieu derrière soi. Il faudrait rapidement que je rappelle une chose de manière très simple. Oui, je dis, il est important d'observer avant de conclure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on voit les conditions qui ont conduit à leur libération, on se pose quand même des questions. Il y a quand même c'est au niveau du Parlement. Ça s'est décidé au Parlement. Oui. Cet élargissement. S'il vous plaît. Non, c'est pas bon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. C'est-à-dire que si cette situation, cette élection, ce contexte est réel, bravo au Sénégal, bravo à la société civile, mais c'est tant mieux pour l'Afrique. Mais je dis simplement que je ne suis pas naïf. Je veux d'abord observer et bien comprendre tout ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas les seuls prisonniers, mais on a élargi quelques-uns, pas tous. Pourquoi parmi ceux qu'on a élargi, bizarrement, le candidat sort de là? Posons-nous quand même les questions. Est-ce que notre ennemi légendaire n'est pas derrière? Merci. Simon Messenger, la parole est à vous. Oui, je veux vraiment réagir sur une ou deux choses. La Oui. première des choses, celui qui devient président aujourd'hui sera garant du bon fonctionnement des institutions. Comment expliquez-vous que quelqu'un qui a été condamné ou il était en prison, comment il peut... Comment vous... Mais il a été amnistié aussi, il a été gracié aussi. Lui, il a été enfermé. Je voudrais écouter. Non, écoutez. Moi, je suis froid dans mes analyses. Bon, il faut aussi être un peu éclairé. Éclairé, ça veut dire quoi? Je viens de vous dire ceci. C'est que la justice est impersonnelle. Oui. Voilà donc des gens qu'on a sortis de prison. Le procès n'était pas terminé. Il me semble. Soit ils ont été condamnés, ou alors le procès n'était pas terminé, on a arrêté les poursuites, on a les a remis en liberté. Et quelque temps après, ils sont propulsés à la tête de l'État. Ils ne sont pas publicités. Les Sénégalais les portent à la tête de l'État. Oui, non, les Sénégalais les portent à la tête de l'État. Certains Sénégalais ont propulsé, parce que c'est la majorité qui les a propulsés. C'est les Sénégalais. C'est la loi de la majorité. Oui, Simon Messenger. Maintenant, quelle est l'image qu'on se fait de la justice sénégalaise? Et c'est de cela, donc c'est pour ça que je vous dis que, pour ma part, ce scénario est dénigrant pour le peuple sénégalais. Comment ça? Il est dénigrant parce que Oh mon Dieu. les institutions, je vous le dis, et je ne le dis pas. Quand ici le chef de l'État use de son droit de libérer qui veut. Je parle de la conscience. Et la conscience collective. Non, quelle conscience collective? Écoutez, laquelle? Pas celle du peuple sénégalais. Écoutez très bien. Si au Cameroun, vous avez quelqu'un qu'on a sorti de prison, quelqu'un qui est sorti de prison, même s'il est en détention préventive, il a une présomption de culpabilité qui plane sur lui. Comme vous dites quoi? Écoutez,
il faut évacuer cela. Le temps d'évacuer cela et de faire comprendre à l'opinion que il n'était pas coupable de telle ou telle chose, prend du temps. C'est pour cela que je suis en train de dire ceci. C'est vous, en Afrique. On dit souvent chez les États que c'est vous qui faites que on appelle votre sac d'ordures. Parce que on est dans la légèreté. On est dans la logique d'épouvantail, vraiment. On a vu, ainsi de suite. Vous voyez, quelqu'un de 44 ans l'a fait. Si au Cameroun, ça a été fait. Le SDF, le chairman John Fundi, à un moment donné, a permis il a dit qu'il ne peut plus être candidat. Le Noël aussi a été le truc. Ce n'est pas une appareil. Ce que vous dites là n'est pas vrai du tout. Parce que ce n'est pas dans tous les pays comme ça. Dans plusieurs parties, pour ça se fait. Écoutez, je vous donne un cas au Cameroun. Ce n'est pas le cas, il était malade. Qui était malade? Il était malade. Il n'était pas malade. Il était malade. Il n'était pas. Laissez ça. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade. Il n'y a jamais eu ça au Cameroun. S'il vous plaît. Il n'y a jamais eu ça au Cameroun. Écoutez, vraiment. Moi, je suis un homme politique qui observe en plus la scène politique. Non. Ce que vous dites là n'est pas vrai du tout. Je suis en train de vous dire une chose. C'est quoi? C'est que, première des choses, ce n'est pas l'âge qui intéresse le peuple. Je l'ai dit. Ce qui intéresse le peuple, c'est la sacralité des institutions, sans laquelle un État n'est pas debout. Et de plus, ce qui a été fait s'appelle être précoce. Parce que il est passé à l'élection, non, Bassirou. Il a fait campagne. Comme vous analysez une élection, il a fait dans ce pays, c'est quoi? Il a présenté son projet. Vous êtes assez agressif. Non, personne n'est agressif sur le plateau. On pose une question. Il y a eu campagne, parce qu'il n'y a pas eu campagne. Vous croyez que c'est la campagne qui sacralise une institution? Qu'est-ce qui sacralise? Un chef d'État libère des prisonniers politiques, vous jugez que c'est les institutions. Pouvez-vous prouver que ces deux qui ont été libérés sont des prisonniers politiques? Vous pouvez le prouver? Ils ne sont pas des prisonniers politiques, comment? Vous pouvez le prouver? Ils sont des prisonniers politiques. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. C'est quoi? C'est que je vais vous dire, c'est que nous faisons des choses à la fin. Et nous croyons que, en le faisant, parce que nous sommes dans la logique de dire qu'il faut diaboliser ceux qui partent et montrer que ceux qui viennent sont. C'est pour ça que j'ai dit la semaine dernière, je crois bien ici, que j'ai dit que la société civile sénégalaise doit faire très attention. Pourquoi? Parce que après Diouf, on a très bien vu qu'à chaque fois, il y a des mouvements sociaux qui font ceci. Vous dites aujourd'hui que non, mais vous savez, c'est Ouad qui est le Dieu tout-puissant. Vraiment, Diouf doit partir. Après, on dit non, mais ça savez, vraiment, Macky Sall, c'est lui le tout-puissant, ainsi de suite, et même Jésus. Et effectivement, ça. Et aujourd'hui, on nous dit que non, c'est Bassirou, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, entre-temps, avez-vous fait le point sur le poids du Sénégal aujourd'hui en Afrique? Vous l'avez fait? Non, vous ne l'avez pas fait. Et donc, c'est de ça que je vous dis. Merci. Que, pour ma part, je juge que on ne peut pas, même si je vous donne même, je vous concède même ce que vous dites, même si c'est le cas, pour la décence et pour l'élégance, on devait prendre du temps à apurer. Vous connaissez l'élégance? Écoutez, vous connaissez l'élégance en politique? Bien sûr. Et la décence? On doit prendre le temps d'apurer un certain nombre d'aléas pour permettre à la justice, qui est l'instrument qui civilise la société. C'est la même justice qui nous a libérés. Écoutez, vous savez très bien que la justice l'a libéré sous la pression. Et donc, ce fait, la justice qui civilise la société, aujourd'hui, au Sénégal, a mal. Merci. Ceux qui veulent dire le contraire, quitte à eux. Merci, Paul-Stéphane Menunga. C'est vrai que sur ce plateau panafricain, on ne peut que se féliciter de ce qui arrive au Sénégal. Une élection relativement apaisée, sans éclat de voix, sans contestation post-électorale, sans des candidats qui se réclament le matin avoir gagné, et sans coup de feu. C'est à féliciter quand même. Et avec le profil des candidats et du gagnant, parce que on nous parle d'un homme effectivement ancré sur la question panafricaine, d'un homme intègre. Il faut le préciser aussi, ces qualificatifs lui revient souvent. Alors, il a même fait une déclaration de biens publics. Oui. Et il faut avouer que sur le continent, c'est de l'inédit. Alors, les jeunes sur ce plateau, certains estiment que c'est du vent et que peut-être il faut chercher la petite bête ailleurs.
Non, moi, je ne dirais pas que c'est du vent, parce qu'en plus de ce que vous avez cité, vous avez oublié de dire qu'il a 2 femmes. Bon, là, c'est africain. C'est ça que je veux dire, il valorise un régime. Si vous parlez, faut tout dire. Il valorise un régime africain qu'on a tendance à vouloir ranger dans les valises. Et on veut nous imposer un régime occidental. De sorcellerie. Et donc, il valorise ça. Il montre aux yeux du monde qu'un vrai homme, parce que même dans la culture C'est une très africaine, belle femme, hein, faut le un chef, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de femmes. Oui. Donc, c'est pour dire que c'est un chef, un vrai chef. Mais je veux poursuivre en disant que je ne suis pas très d'accord avec la lecture de la société civile sénégalaise, qu'on fait de la société civile sénégalaise. On a là une société civile sénégalaise, justement, qui veut consacrer le second mandat. Parce que quand vous analysez tous les problèmes qu'on a toujours à la veille des élections, c'est parce que les gens veulent changer le mécanisme de 2 mandats. Oui. Et chaque fois, la société civile s'oppose. Ça veut dire que quoi? C'est une société civile qui dit que l'institution passe avant l'homme. Au Sénégal, c'est 2 mandats, que tu t'appelles Macky Sall ou Ousmane Sonko. Ça veut dire que si Ousmane Sonko, dans 10 ans, dit qu'il veut changer, il aura les mêmes problèmes que Macky Sall a eu. Ça veut dire aujourd'hui qu'en fait, on est en train de consacrer 2 mandats au Sénégal, pas plus. Ça veut dire que quand vous venez au Sénégal, dès que vous faites vos 2 mandats, vous partez simplement. Donc je pense qu'on est en train de consacrer une partie de la démocratie Oui. qui consiste à constamment organiser les élections, parce que quand une élection ne produit pas l'alternance, il faut quand même la questionner. On ne peut pas organiser les élections 7 fois, il est gagné 7 fois. Il faut quand même questionner ces élections-là. Donc, au Sénégal, quand même, ça veut dire qu'on a une société civile qui ne défend pas un individu, mais qui défend ses institutions. Oui. Elle défend sa constitution et non l'individu. Parce que de la même manière qu'elle s'est sacrifiée pour qu'on ne modifie pas les 2 mandats pour Ousmane Sonko, c'est comme ça qu'elle s'est sacrifiée pour Macky Sall. Oui, c'est Donc vrai. ici, elle ne défend pas un individu, elle défend ses institutions. Stéphane, si vous permettez, vraiment, je veux qu'on échange sur la question, parce que c'est très important ce qu'il dit. Ça même veut minute. donc dire que cette société civile combat contre qui? Il y a un problème de fond au Sénégal. Si on ne traite pas le problème de fond, la société civile, je la félicite, on l'a félicité ici tous, mais il y a un problème de fond. Et c'est ce que notre frère ressort, qu'il faut prendre au sérieux. C'est-à-dire que si on veut que le pays avance de manière naturelle, il faut à un moment donné s'arrêter. Comment, depuis Wad, on a le même problème? Donc ces hommes politiques sont des filous, c'est des bandits, ou ils deviennent bandits au cours des mandats? Quel est le problème? Pourquoi on arrive à ça? Il faut que les Sénégalais se posent des questions. Mais attends, 3 fois, c'est quand même beaucoup. attends, c'est ce qu'il est en train de développer. La question est mal posée. Contre qui? Non, c'est pas l'individu. Contre qui? C'est de notre qui a La société civile se bat elle contre se bat qui? pour C'est ses l'individu. institutions. Non, c'est ce que le politologue essaie de dire. C'est l'individu président qui ne veut pas laisser le pouvoir. Il a même été clair, et il a même été clair, permettez-moi, il a été clair que à chaque fois, ceux qui sont au pouvoir veulent changer les institutions. Les individus qui sont au pouvoir, c'est-à-dire de Wade à Macky Sall, nous constatons que ils n'ont pas suivi la logique d'Abdou Diouf et ils ont voulu changer les institutions. Et c'est pour cela que la société civile se lève pour défendre ses institutions. Merci. Et je remercie mon aîné Mbok de le dire. 30 secondes. La constitution est dynamique. C'est-à-dire quoi? Elle épouse. Vous arrivez aujourd'hui et vous changez tout? Écoutez très bien. Et les mécanismes pour modifier la constitution sont connus dans cette même constitution. Si cette société civile, que vous dites, elle n'est pas pour les institutions, parce que les institutions elles-mêmes s'inscrivent dans la constitution. On vous dit ceci. Il y a des mécanismes, soit référendaires, soit parlementaires, pour modifier une constitution, parce que le tout, c'est le développement. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, et je vous demande de faire le point, non pas à vous, de demander aux Sénégalais de faire le point de ces breaks, de la société civile, si ça a fait avancer le Sénégal. Vous comprendrez très bien. Parce qu'une chose est sûre, il n'y a aucune constitution qui soit statique. Ça n'existe pas dans aucun monde. Et donc, si une société civile s'est arc-boutée à nous dire que bon,
Comme vous voyez là, cette constitution restera comme ça. On lui demandera que, à la fin, vous bossez pour qui? Pour le développement, ou pour vous contenter de ce que nous n'avons pas besoin. Là où je suis pas d'accord avec M. Voilà. Simon Métiengue, c'est que aucune constitution n'est statique, mais on ne peut pas modifier la constitution pour les caprices d'un individu. Qui vous a dit ça? Permettez-moi. Quand vous modifiez la constitution pour rester au pouvoir ad infinitum, en réalité, c'est pour les caprices d'un individu. Je vais vous rappeler que, par exemple, la constitution américaine, elle n'est pas statique, elle est dynamique. Mais on ne permet pas... Elle est modifiée où? Permettez-moi. Au Cameroun, c'est le Permettez. Centrafrique, c'est le référendum. Ça se passe comme ça. La constitution est modifiée, mais on ne doit pas permettre. Il faut aussi accepter que les régimes politiques évoluent. Vous êtes d'accord avec moi, non? On est d'accord que la loi doit évoluer parce qu'elle n'est pas une tente dressée pour le sommeil. On doit aussi être d'accord que le régime politique doit évoluer. Oui, mais pourquoi quelqu'un doit continuer à faire 40 ans au pouvoir? Écoutez un peu, si la constitution non, le permet, il le fait. non. Et donc, vous savez, ce qui diffère un régime démocratique d'un régime dictatorial, c'est justement parce que à chaque fois qu'on veut toucher l'élément fondamental qui nous unit tous, on fait appel au peuple, soit par un référendum, soit par les élus du peuple qui sont le Parlement. Et donc de ce fait-là, je ne comprends pas comment une société civile, parce que justement cette société a bloqué à plusieurs reprises le fonctionnement des institutions. Est-ce qu'elle joue pour le Sénégal ou contre le Sénégal? On prend rapidement pour le Sénégal. Les contributions que nous pourrons prendre, heureusement. Alors, prenons celle-ci qui arrive à l'instant. Bonsoir Stéphane. Les amis, merci, merci et cher monsieur. On va retenir ce que vous avez pensé. Bonsoir Stéphane Barga, je précise que cette contribution nous vient du 241. Concernant l'élection au Sénégal, il faut dire que la nouvelle nous réjouit tous. Je ne parlerai pas d'âge du nouveau président, c'est la victoire du peuple contre la forfaiture, la défaite de monsieur Macky Sall, qui n'était pas candidat, cher ami, qui a voulu faire le forcing pour se maintenir au pouvoir en plaçant une marionnette et qu'il devait diriger, lui, la France qui le soutenait. Malheureusement, pour lui, les Sénégalais sont très vigilants et éclairés. La forfaiture ne passe pas partout. Monsieur Messengue finira par créer des incidents diplomatiques avec des analyses toujours incompressibles. La condescendance de monsieur Simon Messengue concernant les autres pays me déçoit beaucoup. Il est parfois, oh là là, s'il vous plaît. Merci, Ghislain, on vous aura compris. Bonsoir le panel. L'élection sénégalaise me rappelle l'élection de Platini à la FIFA. Au final, c'est son porteur de sac Infantino qui est devenu président. Le parallélisme avec son président Macky Sall a tout fait pour qu'il n'occupe pas sa place. Maintenant, moi, je me tourne vers l'avenir. Quid de la cohabitation entre le mentor et le président? Par ailleurs, comme monsieur du RDPC, comme d'habitude, fait dans le dilatoire. Merci pour la contribution. Vous n'allez pas appeler, sinon ça va pas être possible qu'on puisse relayer tout ce qui est dit. Bonsoir le plateau. Monsieur Nkoumvondo avait choisi Cabral Libi comme le représentant de son parti. Alors, de quoi est-ce que vous parlez? Nous on parle du Sénégal. Il dit qu'il y a quelqu'un qui peut passer à son adjudant le pouvoir. Bonsoir Stéphane, j'aime bien l'entrée en matière de Simon Messengue, qui reconnaît que le RDPC a remplacé l'UNC. Une question passage, comme moi-même, quand l'ami Messengue dit que le RDPC a 39 ans, Stéphane, quand quelqu'un change son nom, est-ce que pour autant son âge change? Le RDPC a 68 ans. Excuse-moi Stéphane, je sais que tu n'aimes pas qu'on manque de respect à tes invités. Justement, c'est pour ça que je ne vais pas lire la suite. N'en déplaise à M. Messengue, l'heureuse coïncidence, le jeune président sénégalais fête aujourd'hui ses 44 bougies. Monsieur Mbok, vous semblez lire dans la boule de cristal. Pourtant, au RDPC, qui est le numéro 2 du RDPC, Sonko a cédé de manière élégante la place à Bassirou. Quelle leçon de maturité politique. Simon Messengue, dans quel pays au monde tu as vu qu'on transporte quelqu'un dans un avion médicalisé?
Bon. Je Je sais pas. Mais merci pour la contribution. Bonsoir Bah, les panélistes. Tout le monde est content du déroulement de cette élection présidentielle. Mais on dit souvent en Afrique, je cite, acheter la pipe est très difficile. Mais le plus difficile, acheter la pipe est très facile. Mais le plus difficile est d'acheter le tabac. Ils sont arrivés au pouvoir, mais j'ai peur de la gestion de ce pouvoir. Surtout qu'ils n'ont pas d'expérience et que la jeunesse veut tout de suite. Attention au populisme. C'est Dumas Évariste qui réagit. C'est le 229. On va retrouver le pays un peu plus tard. Bonsoir. Ce monsieur en costume marron est du RDPC. Le nom de la société civile. On ne peut pas compter sur ces gens. Ah d'accord, c'est moi. Bonsoir mon ami. Je parle du docteur Mok. Oui, c'est Arnaud Douala qui réagit. Cher docteur. Bonsoir. C'est pas une J'écris du RDPC, Sénégal. donc c'est même J'écris du Sénégal. Je vous apprends que le PASTEF n'a jamais demandé à Macky de gracier qui que ce soit. Macky nous a imposé cette amnistie pour protéger les membres de son parti coupables de malversation et de faits répréhensibles. Merci pour je vous ai dit ce qu'il y a un feeling deal. qui nous vient Il y a un du deal. Sénégal. Ça va sortir. On va avancer, cher. Bonsoir Stéphane. Je voudrais comprendre, que se passe-t-il avec Ousmane Sonko? Est-il consubstantiel à ces candidats élus dont j'ai la peine à connaître le nom? Ce serait un peu le duo Medvedev et Poutine. C'est une interrogation qui fait son bonhomme de chemin. Bonsoir le panel, Benoît. Depuis Balmayo, on ne peut plus surpris des réactions de ce jeune Messengue du RDPC que je connais bien. Il doit savoir qu'en termes de démocratie, le Sénégal nous enseigne, il doit éviter les plateaux pour impertinence. Ce jeune du RDPC qui ne rêve pas de devenir des dirigeants, c'est regrettable. Merci pour la contribution. Bonsoir Stéphane Darga. Aujourd'hui, je partage l'argument de Simon Messengue. Même comme les jeunes du Cameroun, sont seulement attirés par le sexe, le vin et j'en passe. Pas tous les jeunes. Sur ce plateau, il y a des jeunes, on ne peut plus sérieux. Bonsoir le panel. Dire que c'est Sonko le président de la République, c'est une erreur à mon sens. Certes, Bassirou a battu campagne avec le grand appui de celui-ci, mais gardons à l'esprit que le nouveau président est un énarque, a du potentiel intellectuel et certainement de la personnalité. En outre, dans un pays francophone d'Afrique noire, il aurait plus le profit de l'emploi que Sonko, son parrain. Enfin, je dirais que Sonko a peut-être gagné les élections, mais Bassirou sera le président de la République. Merci pour l'analyse. Bonsoir, monsieur Stéphane Baraga et tous ces génies qui vous entourent sur le plateau. Monsieur Simon Messengue veut me faire frapper ma télé au sol. Mais il veut faire quelle démonstration là? Selon lui, le peuple sénégalais est donc naïf d'avoir mené une lutte noble pour le changement. Le peuple sénégalais protège bien ses institutions. Le peuple ne vous donne pas le pouvoir pour que vous soyez plus puissant que lui, au point où vous avez une facilité déconcertante. Vous pouvez modifier la Constitution à votre guise. Et lorsque vous êtes fatigué d'exercer le pouvoir, vous désignez le successeur qui vous convient. C'était ça les manœuvres de Macky Sall. Mais mal lui en a pris. Il s'est heurté à la vigilance d'une jeunesse qui connaît ses droits et n'est plus prête à accepter ces pratiques dignes de l'Antiquité. Que M. Simon Messengue sache que chaque chose a son temps, même ses amis vont partir. Rodrigue Adalbert Evina, un fidèle de Ouro Africa, nous a écrit. Bonsoir panel. Que M. Mbok et son voisin, dans quelle sphère vivent M. Mbok et son voisin? Bravo à l'Afrique, 2025, l'histoire va s'écrire avec tous les moyens possibles. Et n'oubliez pas que la loi divine existe. Oh là là. Bon, on va prendre une ou deux dernières contributions. Bonsoir à tout le panel. Très très profond, Jean-Moïse, bonsoir. Merci. Je rappelle, bonsoir Stéphane. Ah, oh là là. Je rappelle à M. Messengue que la plupart des grands présidents dans ce monde ont été en prison, qu'ils sortent de son sommeil léthargique du RDPC qui nous conduit dans l'abîme. Bonsoir, c'est Yaro depuis Libreville. S'il vous plaît, n'oubliez pas que l'emprisonnement de Sonko et l'autre était une fantaisie. Cela n'était qu'une remise des choses dans l'ordre. D'autre part, il y a assez de morts et Macky Sall savait que ces jours étaient comptés. S'il vous plaît, le monsieur qui s'exprime prend le cas de Nelson Mandela. Je sais pas. Bonsoir plateau.
j'entends depuis le début de l'émission que le véritable président, c'est Sonko. Moi, je me demande qui est le vrai président en 82, puisqu'on lui a seulement remis le pouvoir. Et je constate que Simon a honte de savoir qu'il a 44 ans. C'est le temps que son champion a mis au pouvoir. Bonsoir au plateau. Le monsieur en cravate violet, pour lui, voulait que le Sénégal soit comme le Cameroun. Je préfère ne parler le reste. Alors, la 15e économie, le Sénégal, c'est la 18e. On va sortir rapidement de cette introduction. Bonsoir à vous, à vos panélistes, s'il vous plaît. Dr Mbok fait partie de ces jeunes Camerounais défenseurs de leurs intérêts. Le Sénégal nous parle, n'en déplaise. C'est normal de défendre ses intérêts. Merci, Monsieur l'enseignant, vous me redonnez espoir. C'est Yannick Donkozoa. Monsieur Mbaga, quand j'écoute le représentant de la société civile sur le plateau, j'ai envie de pleurer. Vraiment, nous sommes foutus. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il parle. Bonsoir, Monsieur Mbaga. La victoire de l'opposition à l'élection au Sénégal est la preuve que dans une élection sérieuse dans laquelle le peuple participe avec des institutions indépendantes, les dictateurs ne peuvent pas gagner. D'où le refus de délivrer des CNI pour réduire le nombre de votants, parce qu'on a déjà l'électorat qui vote via la famine. On donne 2000 aux gens pour le maintien des privilèges. On vote la médiocrité parce qu'on a peur de perdre son poste une fois la médiocrité partie. Le Sénégal est un exemple de transparence, contrairement à un État déformé que je connais. Merci à vous, Franck Demana. On va s'arrêter, sinon on ne ferait que ça. Si vous permettez en une minute. Oui, Jean-Maurice Mbok. Puisqu'on parle du Sénégal, c'est Senghor qui rappelait que l'émotion est nègre. Oui. Et vous êtes lucide. Et je veux appeler la raison et non l'émotion. Merci. Parce qu'il faut que les Africains sortent un peu de l'émotion. Et disons les choses comme elles sont. Nous parlons du Sénégal. Nous ne parlons pas du Cameroun. Nous parlons du Sénégal. Merci Jean-Maurice Mbok. Sachons observer, sachons apprécier les choses, sachons prendre un peu de recul et menons les combats justes. Parce que si notre société civile se limite à lutter contre les gouvernants qui veulent rester au pouvoir, il faut bien qu'on creuse pour comprendre ce qui se passe. Si le Sénégal nous parle, qu'il nous parle totalement, pas en partie. Merci. Macky n'a jamais voulu faire un autre mandat. Lisez son livre et vous comprendrez. C'est M. Ousmane John, justement, qui réagit. Depuis le Sénégal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de réagir autant. Vous nous rassurez que Ouro Africa est véritablement la tribune panafricaine, la tribune où les Sénégalais, les Maliens, les Congolais, les Camerounais, les Gabonais s'expriment. Sortons du Sénégal rapidement pour revenir vers un pays que nous connaissons particulièrement. Je parle là du Cameroun, cher Paul-Stéphane Menunga. On va y aller au pas de course puisque la problématique est grave et les impératifs précis. On parle du Sénat, la Chambre haute du Parlement interpelle. À quoi c'est-elle? Non, il faut avoir une double analyse. La première analyse, elle est théorique. Et la seconde analyse, elle est pratique. Sur le plan théorique, le Sénat a son importance dans un État. Parce que la définition sociologique même de l'État vous fait savoir qu'en réalité, dans un État, il y a une population. Et cette population est représentée par l'Assemblée nationale et le président de la République. Et il y a un territoire, et c'est le Sénat qui représente les territoires, d'où les collectivités territoriales décentralisées. Et quand vous questionnez la boussole juridique du Cameroun, qu'est la Constitution, le Sénat a un très grand rôle dans l'impulsion et l'implémentation de la décentralisation. Le Sénat est en même temps acteur et moteur de la décentralisation. Là, on est encore dans l'analyse théorique. On est dans les livres, comme c'est ça que je dis, parce qu'il y aura une analyse maintenant pratique qui va nous permettre de donner notre point de vue. Parce qu'en réalité, c'est le Sénat depuis 2013 qui doit impulser la décentralisation au Cameroun. Il le fait? Je vais arriver. Je vous ai parlé d'avoir une analyse double. On évoque d'abord les aspects théoriques. Ça veut dire que quoi, depuis 2013 en principe, les gens qui doivent impulser la décentralisation au Cameroun, ce sont les sénateurs, ils sont présidents. Parce que le Sénat a la capacité de faire des lois sur la décentralisation. Le Sénat a la capacité de questionner les ministres sur le transfert des compétences et de contrôler même l'action du gouvernement en ce qui concerne le transfert des compétences. Donc vous voyez que sur le plan théorique,
le Sénat a toute son importance. Mais maintenant, quand on vient donc sur le plan pratique, c'est-à-dire ma mère qui est en train de me suivre, là-bas, Amselam, qui veulent, parce que quand on crée une institution, c'est pour que ça apporte une plus-value dans la société. Maintenant, donc, s'il faut que je réfléchisse comme ma mère, je vais dire que le Sénat n'a pas son importance. Pourquoi? Parce que depuis 2013, la décentralisation n'a pas avancé au Cameroun. Depuis 2013, aucune loi sur la décentralisation n'est venue du Sénat. Même le code qu'on a aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a proposé le code des collectivités territoriales décentralisées pour tenter de résoudre la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Oui. Donc le Sénat n'a véritablement rien apporté, même parce que même dans la qualité de la production des lois, on n'a pas vu une amélioration dans la production des lois au Cameroun. Donc j'ai envie de dire qu'en réalité, s'il faut prendre la place de l'abbé Amselam et de ma maman qui est en train de me suivre, j'ai envie de dire que il est préférable qu'on revienne à un parlement monocolore parce qu'on dépense des milliards pour rien, pour des gens qui n'arrivent pas à faire le travail pour lequel on a créé leur institution. Parce qu'aujourd'hui, la décentralisation piétine. Parce que les gens vont vous réciter les textes, mais j'ai envie de leur dire qu'on a les plus mauvais textes de la décentralisation qui existent dans le monde. Parce que la décentralisation fonctionne, et je le dis souvent, avec des principes. Et les deux principes phares, c'est la concomitance et la subsidiarité. Ça veut dire on vous transfère une compétence avec les moyens. Mais au Cameroun, quand on vous transfère la compétence, vous attendez le texte d'application ou le décret d'application des moyens. Ça pose un problème fondamental. Ça veut dire, on va vous dire qu'on a transféré la compétence de l'eau, mais on n'a pas encore transféré les moyens. On attend encore le décret ou le texte d'application. Donc, vous voyez qu'il faudrait donc que le Sénat se saisisse de ces problèmes et revoie les textes de la décentralisation et accélère même l'implémentation, parce que moi, je suis de ceux qui pensent que, en réalité, la décentralisation est un outil qui peut véritablement permettre au Cameroun de rapidement se développer et de résoudre même les crises et les tensions qu'on a, même dans les concours. Parce que la décentralisation nous permet de ne plus avoir les problèmes de... On a pris 5 personnes au nord, on a pris 5 personnes au sud, on a pris 5 personnes au littoral. Justement, la décentralisation vient résoudre ce problème définitivement. Donc, sur le plan théorique, ce Sénat a son importance, mais sur le plan de l'effectivité, vraiment, ce Sénat nous amène à nous poser des vraies questions. Merci, monsieur le politologue Paul-Stéphane Menunga. Jean-Moïse Mbok. Petit parallèle, la première décision lorsque le président Macky Sall arrive au pouvoir, c'est la suspension du Sénat. Nous parlions là du Sénégal. C'était sa première décision forte et beaucoup s'étaient questionnés. Il avait dit en son temps qu'il n'avait rien contre les sénateurs, mais que le Sénat lui coûtait de l'argent. Est-ce que aujourd'hui au Cameroun, on ne peut pas s'interroger dans ce sens-là, eu égard à ce que coûte le Sénat aux contribuables camerounais? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'interroger effectivement sur son importance? Bon, il faut rappeler que ce n'est pas un citoyen lambda qui a décidé de dissoudre le Sénat, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État, oui. Donc c'est un pouvoir quand même qui revient, c'est une décision qui revient uniquement à celui qui Mais est... C'était appuyé, c'était argumenté, c'était soutenu. Il avait ses raisons. Vous savez, au Cameroun aujourd'hui, même si M. Biya arrivait à dissoudre le Sénat, il y a un ensemble d'instruments qui sont mis sur pied pour arriver au Sénat. Et je pense aujourd'hui que si on observe bien le fonctionnement du Cameroun, on est généralement dans une attitude de progression, un pas après un autre. Parce que quand vous avez le Mindevel, qui lui est justement mis sur pied pour créer ces codes, ces normes et le fonctionnement de la décentralisation, vous avez des bras armés comme le FECOM, le PNDP et ainsi de suite, qui eux sont directement sur le terrain. On vous dira dans le système qu'on n'a pas attendu que le Sénat arrive pour commencer à travailler à la décentralisation. D'où son utilité. Seulement. D'où Et son opportunité. Paul Stéphane a très bien fait de le mentionner. On est là au niveau des lois et des textes de loi. C'est là qu'on attend le Sénat pour prendre des actes forts qui vont renforcer ce que le FECOM, le PNDP, le Mindevel fait déjà et lui donner sa pleine valeur, parce qu'aujourd'hui, la décentralisation est un des instruments qui va permettre au Cameroun effectivement de se développer. Est-ce que la constitution du Sénat, sa coloration politique n'est pas son principal frein? Lorsque l'on sait que c'est l'exécutif qui ordonne et ça passe comme une lettre à la poste, est-ce que ce n'est pas là-bas le problème? Stéphane, au Sénégal, le président Macky Sall, en enlevant le Sénat, a trouvé un palliatif
on a bien vu que le pays a fonctionné sans le Sénat et les activités dans les collectivités ont été menées. Quand vous êtes chef, vous prenez un acte, vous savez ce que vous faites et vous mesurez les conséquences et vous savez comment vous palliez à ça. Pour revenir au Cameroun, je dis bien, il faudrait qu'on observe. Stéphane l'a dit, au niveau des textes, sur le papier, le Sénat a toute sa place. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on lui donne les moyens techniques de pouvoir effectivement accompagner la décentralisation. Parce que, écoutez, aujourd'hui, les maires se plaignent, les présidents des régions se plaignent, parce que, justement, on attend les textes d'application. Oui. Mais qui est censé booster ça? C'est le Sénat. C'est pour ça que le Sénat est là. Quand il y a un blocus, quand il y a un blocage, bon, il n'y a pas à ce niveau. Moi, je crois que ne venons pas ici essayer de faire comme si tout va bien au niveau du Sénat. Sur le terrain, sur les faits, on attend beaucoup du Sénat. Et j'ai envie de dire aujourd'hui que le Sénat est dans 10, 15, peut-être 20% de l'activité qu'on attend de cette institution-là. Au niveau de la décentralisation, on peut mieux faire, on doit mieux faire, mais il faut qu'on comprenne déjà même à quoi le Sénat sert, quel est son rôle, quelles sont ses missions. Et maintenant qu'on a compris, on sait à quoi ça sert, il faut aujourd'hui que le Cameroun développe cette capacité à maximiser sur les instruments qui sont des instruments forts. Vous avez un instrument comme le Sénat qui est, mais mon Dieu, c'est du pain béni. Ça a mis combien de temps pour arriver à sa matérialisation, à sa construction? Qu'est-ce qu'on attend pour les décrets d'application? C'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Moi, je ne suis pas pour de venir dire qu'il faut qu'on dissolve le Sénat, qu'on les renvoie en brousse. C'est des dépenses inutiles. Non, il faut plutôt reprendre l'affaire dans son contexte premier. Pourquoi on a voulu le Sénat? Pourquoi on a pensé le Sénat? Est-ce qu'on a trouvé que c'est utile? Alors donnons-lui les moyens de pouvoir s'exprimer. Bon, on va parler de l'âge du président. Une fois de plus, on ne reviendra pas là-dessus, parce que le Sénat, une institution comme celle-là, ce n'est pas que le président, il y a un vice-président, et il y a tout un bureau, et ils sont quand même 100 individus qui sont quand même à même de pouvoir faire les choses si on leur donne les moyens. Les mêmes pouvoirs. Moi, je ne vais pas questionner, je ne questionnerai pas l'âge, je ne questionnerai pas les origines de X ou de Y. Moi, tout ce que je veux soulever ici et mettre de l'emphase, c'est que les décrets d'application viennent et que le Sénat puisse jouer son rôle. Merci. Jean de Dieu Vouna. Qu'est-ce qui bloque? Avec des textes tels que le politologue vient de le démontrer, j'ai plutôt l'impression que le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, pourquoi? Parce que au Cameroun, j'ai l'impression qu'on est gouverné par la discipline du parti, que par les textes. Permettez-moi, hein, parce que quand vous... Et c'est vrai ce que vous dites, on a parfois l'impression qu'ils sont au-dessus des justement, j'ai l'impression des que... textes. Comment voulez-vous que 100 personnes, où nous trouvons des rois, des majestés, des gens qui sont entrés dans la territorialité, c'est-à-dire ils commandent des communautés, ne parviennent pas à implémenter et à décider de comment cette décentralisation doit se passer. Et que nous sommes là à plus d'une décennie, je crois. Oui. Ça pose un réel problème. Est-ce que le parti au pouvoir s'est émancipé à intégrer la question de la décentralisation et à surseoir sur sa discipline du parti, dont on a l'impression que tout se décide et est conjugué en fonction de la discipline du parti. Parce qu'à chaque fois, lorsque vous avez en face de vous un membre du RDPC, quand il veut se défendre, il retombe au niveau de la discipline du parti. Nous donc, qui sommes ici en bas, on a l'impression que, en lieu et place de la Constitution, qui définit ce que le politologue vient de dire, et de toutes les lois et les textes de loi qui ont été votés et promulgués, nous revenons toujours à la discipline du parti. Est-ce que ce parti a donc intégré l'évolution dans sa dynamique, la décentralisation? Comment voulez-vous? Est-ce qu'il la souhaite d'ailleurs? Est-ce qu'il la souhaite? Comment voulez-vous que des chefs, des rois, ne défendent pas les intérêts de leur communauté? Alors, si tel est le cas,
que la discipline du parti soit un peu rentre dans le cadre de discipliner les membres du parti et libère un peu les deux parlements. C'est-à-dire parce que le même problème se pose au niveau de la Chambre basse, Oui. où tout doit rentrer au niveau du comité central qui doit décider en fonction de la discipline du parti pour venir nous élire, ou promulguer ou élire les lois. C'est-à-dire le député n'est pas libre, ou le sénateur n'est pas libre de défendre ceux-là qui le représentent, mais doit respecter la discipline du parti. Mais j'aimerais savoir, on a un membre du RDPC, qu'est-ce que la discipline du parti? Est-ce une idéologie de gouvernance ou une simple discipline pour discipliner les membres d'un parti? Est-ce que c'est cette discipline du parti qui nous gouverne depuis 40 ans? Merci. C'est ça toute la problématique. Voilà. C'est là où les choses bloquent. Le Sénat lui-même est à sa place. Les textes sont bons, mais j'ai un problème avec la discipline du parti. Merci. Simon Messengue, à quoi sert le Sénat au Cameroun? Les Camerounais, justement, quand nous interrogeons au quotidien, se posent la question. On voit les sénateurs avec de très belles voitures. On les voit dans la cité capitale Yaoundé, avec des pas de sénateurs entourés des éléments confortables. Je crois qu'ils ont un gendarme, des chauffeurs. On les voit très majestueux. Les Camerounais s'interrogent. Ce train de vie coûte beaucoup aux contribuables camerounais. À quoi sert le Sénat? Et la composition dans laquelle celui du Cameroun se retrouve, est-ce que à notre président arrivé, on ne ferait pas comme au Sénégal, avec Macky Sall qui avait estimé que cette chambre lui coûtait beaucoup d'argent, et pour rien? Vous savez, le politologue a répondu à la question. Le Sénat représente les territoires au sein du Parlement, quand la Chambre basse représente les populations. C'est de ça dont il est question. Et justement, si les Camerounais se posent cette question, c'est la mauvaise communication autour du Sénat. Parce qu'on est resté dans la logique de vouloir jeter le grappin sur quelque chose de précieux. Je vais vous rappeler une chose, Oui. et que beaucoup de personnes oublient. Je rappelle que le Cameroun a une vingtaine de villes. Des vingtaines de villes, vous avez très bien vu quand on a organisé la Coupe d'Afrique. Une vingtaine de villes. C'est le fruit de la décentralisation. De deux, les régions sont mises en place quand? En 2020. Vous voulez évaluer un processus qui s'est mis à terme il y a 4 ans. Le Sénat existe depuis 11 ans, c'est mon message. Si le Sénat existe depuis 11 ans, il représentait qui? Il représentait seulement les communes. Les régions sont arrivées en 2020. Vous prenez sur vous de jeter l'anathème comme d'habitude. Vraiment, ça ne sert à rien. Pour les régions qui ont été mises en place, il y a moins. C'était en décembre. Écoutez. C'est bon, Messengue. Ouais. Je vous pose une question simple. Il faut bien. Attends, avant de me poser la question, je sais que je finisse. Non, il faudrait qu'on soit ensemble. Attends, vous êtes ensemble comment? C'est mon Messengue. Oui. À combien peut-on évaluer l'entretien d'un sénateur au Cameroun? Voilà le problème. C'est le problème de la mauvaise communication autour d'une institution. Permettez que je m'exprime mieux. Je vais vous dire une chose. Parce que attendez, moi je vais vous poser une question. À combien peut-on évaluer une caméra à Info TV? Puisque le problème est le suivant. Quand vous faites votre compte d'exploitation, vous mettez les charges et vous mettez les produits. Il me semble. Donc si vous venez à dire que si on entretient un sénateur à 100 millions, vous savez ce que les collectivités territoriales décentralisées représentent pour le Cameroun? Je vous rappelle que dans ce pays-ci, c'est les impôts qui font fonctionner à 50% ce pays. Ça sort d'où? Ça sort de l'État central. C'est l'impôt qu'on peine à reverser aux acteurs de la décentralisation. C'est pas notre débat. Allez-y. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que vous êtes dans la fixation. Vous êtes dans la... C'est-à-dire que vous jetez le truc en disant, voilà, c'est comme j'entends des gens dire, le Cameroun est endetté parce qu'il est endetté à 12 millions, à 12 milliards, à 12 000 milliards. On vous dit que le PIB du Cameroun, ce prix représente 46%, donc moins de 50% de son PIB.
Or, d'autres sont à 80, d'autres sont à 120%. C'est ça le problème avec le Cameroun. C'est pour ça que je dis que nous communiquons très mal sur notre pays. Et ça qui n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Oui. Rapidement. Le président de la République ne peut pas faire cette erreur de dissoudre la chambre haute. Parce que c'est une chambre cruciale pour le fonctionnement de ce pays. Ah bon? Oui. C'est quel aspect? Oui. Alors qu'il n'y a aucune... Si nous voulons nous développer... loi qui... Écoutez, vous parlez... C'est pour ça que je dis que vous êtes dans la théorie. Si nous voulons développer ce pays comme nous sommes en train de le faire, il y a les acteurs du développement. Le premier acteur du développement, C'est le sénateur. le premier acteur du développement, c'est les collectivités territoriales décentralisées. Et donc, celui qui les représente, là où on crée des lois, c'est le Sénat. Donc, de ce fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette question ne mérite pas d'être posée. Ce qui est... Et justement parce que la communication est mauvaise. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que pourquoi c'est si lent? Là, d'accord. Pourquoi c'est si lent? Pourquoi les ministres ne veulent pas libérer les 15% que les collectivités... C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de développement à la base. Nous avons besoin d'arrêter l'exode rural. C'est ça la vraie question. Merci. La question du Sénat ne se pose pas au Cameroun. Le Cameroun est un État moderne. C'est ce que nous devons dire. Et donc, nous... Personne n'en a jamais douté. Moderne parce que nous avons des institutions stables qui fonctionnent. Maintenant, ce que nous devons nous dire, nous qui sommes les héritiers de ce pays, c'est de connaître que voilà ce que nous avons. Et si nous devons prendre les rênes demain ou après-demain, voilà là où nos aînés n'ont pas pu, voilà là où on va avancer. Et moi, je vous dis aujourd'hui que, pour ma part, il est question de demander au ministre, au gouvernement, de libérer les 15% pour permettre aux collectivités décentralisées de fonctionner normalement. À la suite de Simon, j'attendais qu'il parle pour dire ce que je vais dire. Oui, en une minute. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on revient vers le chef de l'État. Parce que le problème, c'est finalement, si on doit aller supplier un ministre de libérer les 15%, il y a un problème. Mais quand l'ordre n'est pas venu de... C'est-à-dire que non, le problème du Camerounais lambda aujourd'hui, c'est qu'on a besoin que le chef fasse ce que le chef doit faire. Moi, si je suis chef, j'ai un ministre qui doit libérer les 15%. Vous ne le faites pas, je vous enlève. Un point, c'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête aussi de faire un peu la démagogie, d'essayer de bien habiller notre pays aux yeux du monde, parce que nous sommes en train de parler aux yeux du monde. Beaucoup de choses qui sont dites sont vraies, mais il faut aussi décrier avec la dernière énergie une certaine têtutesse, une certaine rébellion qui est même monnaie courante auprès de certains membres du gouvernement. Il faut que le président sévisse. Merci. Attends, allez-y, Jean-Dieu Vouna. Vous pensez que 65 ministres ou bien une trentaine de ministres, dans tout un bloc, ils ont décidé en bloc de ne pas libérer. Attendez. D'un ministère à un autre. Attendez. C'est vraiment pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Allez-y, dis donc, est-ce qu'ils ont décidé en bloc? C'est pas la même chose. Pourquoi un seul ne... Vous pouvez me citer un seul ministère qui a libéré les 15%. Plusieurs. Lequel? Plusieurs. Lequel? Ce n'est pas 15%. Nous constatons donc tout simplement que l'éducation de base. Attendez. Le constat est fait que le gouvernement ne libère pas les 15%. La question c'est pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ordre au sommet du parti, c'est-à-dire qui à chaque fois, il faut le dire, à chaque fois, voici vous avez un problème avec le parti. C'est le attendez, c'est des ministres du RDPC. Non, c'est les ministres de la République. Ils ne sont pas du RDPC. Je suis désolé. Merci. Bon, Stéphane Mononga, le mot de la fin vous revient. Moi, je dirais simplement qu'il faudrait qu'on repense le Sénat. Il est urgent qu'on repense le Sénat et qu'on repense même également les personnes qui doivent entrer dans cette institution. Ça veut dire qu'il faudrait dorénavant que le casting soit de qualité. Oui. Parce que tout dépend. Ou alors j'aime cette citation parce que dans une autre vie, je suis un gestionnaire des ressources humaines et il y a un auteur qui dit que les ressources humaines ne sont pas les ressources les plus importantes d'une entreprise. Elles sont l'entreprise.
Merci, Paul Stéphane Menunga. La question du Sénat est une question importantissime à l'orée des grands enjeux et des grandes interpellations que tout le monde connaît. 2025 approche à grands pas. Nous en reparlerons bien évidemment sur Ouro Africa, la tribune panafricaine qui fait réagir évidemment de par le monde. Merci Jean-Moïse Mbok pour la présence une fois de plus renouvelée. Simon Messengue, ami et peut-être adversaire de nombreux téléspectateurs. Merci pour la présence. Merci aussi pour le choix que vous faites de positions parfois à l'extrême de là où on vous attend. C'est aussi ça, la libre pensée sur Ouro Africa. Paul Stéphane Menunga, excellence politologue parmi les politologues. Merci pour la présence. Jean de Dieu Vouna, les questions sociales sont votre dada. On vous dit merci à vous aussi pour la présence. Mesdames, Messieurs, c'était Ouro Africa sur Info TV. Chaque lundi, lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun, les questions panafricaines n'ont plus de secrets pour vous. Stop et fin. Disons-nous bonsoir, au revoir et à la semaine prochaine.